Bon, l'année 2025 pour Montréal, ça restera dans les annales. On parle d'une année record, Absolu. vraiment historique. Les chiffres du tourisme ont tout simplement pulvérisé les records, même ceux d'avant la pandémie. C'est fou. Aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents, notamment de wikiresidence.ca et infodrone.ca, qui décortiquent ce succès. Oui, Et notre mission, c'est de comprendre qu'est-ce qui a attiré tout ce monde, c'est quoi l'impact réel sur la ville, et surtout, où on s'en va avec ça. exactement. Et au-delà des gros chiffres, qui sont impressionnants, ce qui est fascinant dans ces sources, c'est la tension qu'elles révèlent. Une tension? Oui, une double réalité. D'un côté, on a ce dynamisme économique, ce rayonnement international. C'est sans précédent. Et de l'autre, De l'autre, des défis très concrets pour les Montréalais. Le logement, le coût de la vie. la cohabitation. En plein ça. Alors la question qui se pose, c'est peut-on vendre cette fameuse vibe de Montréal sans risquer de la diluer, ou pire, de la détruire pour ceux qui la créent? C'est un équilibre fragile. Très fragile. Et c'est ça qu'on va explorer. C'est une excellente façon de poser le problème. Alors, commençons par les chiffres, parce qu'ils donnent vraiment le vertige. Oui, Je lis ici, plus de 12 millions de visiteurs accueillis en 2025. 12 millions. C'est difficile de s'imaginer ce que ça représente. C'est comme si toute la population de l'Ontario était venue visiter Montréal en un an. C'est une image très juste. Et ces 12 millions de personnes, elles ne sont pas venues les mains vides. Ah non, j'imagine. On parle de dépenses touristiques estimées à 5,2 milliards de dollars. 5,2 milliards. C'est colossal. C'est plus que le budget annuel de bien des ministères. Justement, ce chiffre, 5,2 milliards, ça reste un peu abstrait. Concrètement, ça va où cet argent? Est-ce que le Montréal est moyen en voit la couleur? C'est la question à 5 milliards de dollars. Les documents montrent qu'une partie importante, elle, retourne dans le circuit public. C'est-à-dire, On parle de plus de 150 millions de dollars en retombées fiscales, réinvestis directement dans la modernisation des infrastructures. donc les rues piétonnes, ce genre de projet. Exactement. Quand on se promène sur la rue Sainte-Catherine ou l'avenue du Mont-Royal réaménagée, en partie, c'est l'argent du tourisme qui a payé pour ça. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. En théorie, oui. On embellit la ville pour les touristes et ça profite aussi aux résidents. Du moins, c'est l'idée. En théorie. Parce que je vois un autre chiffre qui m'interpelle, le taux d'occupation des hôtels, 72% en moyenne. Avec des pics à 90% l'été. C'est génial pour l'industrie, mais ça doit créer une pression énorme. Ça doit pousser les promoteurs à construire plus d'hôtels que de logements, non? On est en plein dans le cœur de l'attention. Ce succès touristique, il accélère des projets immobiliers d'un nouveau genre. Les fameux condos-hôtels. Les condos-hôtels, les résidences de tourisme. On le voit très bien à Griffintown, dans le quartier des Lumières. Ces quartiers deviennent des zones hybrides. C'est ça. On essaye de répondre à deux demandes à la fois. Loger les Montréalais qui travaillent en ville et séduire les visiteurs. Ce qui veut dire que ces deux populations se retrouvent en compétition pour le même espace. En plein ça. Pour le même mètre carré. Et ça pose une question fondamentale sur l'identité de nos quartiers. Comment ça? Est-ce qu'un quartier peut rester un lieu de vie authentique quand une partie de ses logements est occupée par des gens de passage? On risque une sorte de muséification. C'est le mot utilisé dans les sources. Un risque où les résidents permanents deviennent un peu des figurants dans un décor pour touristes. D'accord, on voit bien le paradoxe. Mais alors, revenons en arrière. Comment Montréal a réussi ce tour de force? C'est quoi la recette? La recette, elle n'est pas si secrète, mais elle est diablement efficace. Mhm. Les sources parlent d'une stratégie à deux piliers. Ok. Le premier, c'est le divertissement de masse. Les grands événements, c'est la vitrine. On pense tout de suite au Grand Prix de Formule 1. Le mastodonte. J'ai le chiffre ici. Plus de 300 000 visiteurs en un seul week-end. C'est une ville dans la ville? Absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une série d'événements isolés. Non. Non. Si on met bout à bout le Grand Prix, le Festival de jazz, les Francos, Oceaga, on réalise que Montréal a créé une véritable machine événementielle. Qui tourne presque sans arrêt de mai à septembre. C'est ça. Ce n'est plus juste une succession de festivals. C'est une stratégie d'occupation du territoire. C'est ça le vrai moteur. Et j'imagine que ça crée des écosystèmes différents. Le touriste de la F1 dépense pas son argent comme le festivalier d'Oceaga. Pas du tout. Et c'est une nuance très importante. Oceaga, avec ses, disons, 150 000 participants, amène une clientèle jeune, hors Québec, avec un fort pouvoir d'achat. C'est de l'argent neuf. De l'argent neuf qui va peut-être plus dans les Airbnb du plateau, les bars de quartier. La F1, c'est les grands hôtels du centre-ville, les restos chics.
Les deux sont vitaux, mais ils ne nourrissent pas les mêmes commerces. Exactement. Et on voit même que l'hiver n'est plus un temps mort. Igloo Fest a battu un record en 2026. Ça confirme que Montréal est devenue une destination 4 saisons. D'accord. Ça, c'est le pilier visible, la partie immergée de l'iceberg. C'est quoi le deuxième? Le deuxième pilier, c'est le tourisme d'affaires. C'est moins glamour, moins visible, mais économiquement, c'est une puissance de feu. Le Palais des Congrès, j'imagine. C'est la pièce maîtresse. À lui seul, il a attiré 940 000 participants en 2025. Presque 1 million de personnes. Et ces gens-là ne viennent pas pour faire la fête. Ils viennent pour des conventions sur l'IA, la santé, et ils dépensent énormément. On parle de combien? 438 millions de dollars de retombées, juste pour le palais. C'est incroyable. Et cette offre-là, elle est soutenue par des institutions qui tournent toute l'année, comme... Espace pour la vie. Oui, le Biodôme, le Planétarium, ça reste le leader des musées. Ça montre que l'offre est diversifiée. On a le côté scientifique et le côté histoire qui marche fort aussi, non? Absolument. Le musée Pointe-à-Calière a frôlé les 600 000 visiteurs. C'est la preuve que l'histoire du Vieux-Montréal est un aimant très, très puissant. D'ailleurs, le Vieux-Port reste la zone la plus achalandée, je crois. Toujours. Un mélange entre le cachet historique et des attractions plus modernes. Ok, on comprend mieux ce qui les attire. Mais ça m'amène à une autre question. Qui sont ces gens au juste? Un congressiste américain et une famille de France, ils ne cherchent pas la même chose? C'est une excellente question. Les documents dressent un portrait robot assez précis. Le socle, la grande majorité, c'est le marché canadien. 8,8 millions de visiteurs. C'est notre pain et notre beurre. Et fait intéressant, on a une croissance de 17% des visiteurs des provinces de l'Atlantique. C'est nouveau. Mais la vraie valeur ajoutée, l'argent qui fait une différence, ça vient d'international. Souvent, oui. La France, par exemple, a battu un record historique. 470 000 visiteurs. Notre premier marché outre-mer. Et un public fidèle. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui des États-Unis. Regardez les chiffres. Attendez, c'est contre-intuitif. Les sources disent qu'il y a une baisse de 5% du nombre de visiteurs américains. On pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle. On pourrait, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient fascinant. La quantité ne fait pas toujours la qualité économique. Ah oui, Ils sont peut-être moins nombreux, mais les Américains qui viennent restent les plus dépensiers et, de loin. Ce sont eux qui font flamber la carte de crédit dans les hôtels 5 étoiles. donc la stratégie implicite, c'est de viser moins de gens, mais avec de plus grosses poches. C'est une stratégie qui se dessine clairement. Et ça illustre parfaitement le choc des habitudes. Entre les différents types de touristes. Exact. D'un côté, le touriste d'affaires. Ce ne sont que 940 000 personnes, mais elles génèrent 63% de la valeur économique totale des rencontres. Ils planifient tout longtemps d'avance. De 6 à 18 mois à l'avance, pour un hôtel 4 ou 5 étoiles. De l'autre, on a les 11 millions de touristes d'agrément. Eux, c'est... C'est le last minute. Complètement. La moyenne de réservation en 2025, c'était 50 jours avant la venue. Le choix de logement est hyper varié. Airbnb, Amis, hôtel abordable. Ça doit être un casse-tête à gérer pour l'industrie. Comment on prévoit les besoins avec deux clientèles aussi différentes? C'est l'arbitrage constant. Viser le volume, qui fait vivre une économie de quartier, ou viser la valeur, avec le million de congressistes. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais c'est un équilibre précaire. D'accord. Le tableau est impressionnant, le succès est là, mais j'ai l'impression, en lisant les documents, que la machine pourrait tourner encore mieux. Est-ce que les sources identifient des angles morts? Oh que oui! C'est peut-être la partie la plus intéressante de l'analyse. Malgré ce succès, Montréal rate plusieurs occasions de capitaliser encore plus. Comme quoi, par exemple? La première, c'est ce que les documents appellent le tourisme de savoir. Le tourisme de savoir. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un concept crucial. On attire près d'1 million de délégués d'affaires, souvent des sommités mondiales. Ils viennent, assistent à leurs conférences et repartent. On ne les retient pas. On peine terriblement à les convertir. En investisseurs, en collaborateurs pour nos universités ou même en résidents. Le taux de transformation est très faible. On a les plus grands cerveaux du monde qui passent 3 jours chez nous. Là, on ne leur fait pas le pitch de vente. C'est un peu ça. Une occasion manquée énorme. Je vois un autre point sur l'immobilier. On en a parlé. Mais il y a une faille dans le marché. Oui, une faille béante liée à une nouvelle tendance agente, le blégeur. Business et leisure, travail et loisirs. Exactement. Je viens pour une conférence de 3 jours. Pourquoi ne pas rester la semaine pour visiter et travailler à distance? Le problème, c'est le logement. L'hôtel classique n'est pas idéal pour travailler et le Airbnb n'a pas toujours les services ou la fiabilité. Il manque une offre entre les deux.
Pour des séjours de 2 à 4 semaines. C'est ça, pour ces professionnels nomades. Ils ne veulent ni d'un hôtel impersonnel, ni d'une location sans service. Ils cherchent un pied-à-terre fonctionnel. Une avenue majeure de développement donc. Absolument. Pour capter cette clientèle à très haute valeur ajoutée. Et au-delà de ces nouvelles clientèles, est-ce qu'on peut mieux faire avec le tourisme qu'on a déjà en l'étalant mieux? C'est le troisième grand défi. D'abord, la désaisonnalisation. Remplir les mois creux? Novembre et avril, ce sont des déserts touristiques. L'idée serait de créer des événements thématiques basés sur nos forces. La gastronomie? Le vélo? Par exemple, ça permettrait de lisser l'occupation hôtelière et surtout de stabiliser les emplois dans le secteur. C'est crucial. Et ensuite, il y a l'étalement géographique. On se plaint que le vieux Montréal est bombé. Mais on fait peu pour amener les gens ailleurs. Actuellement, 80% de l'effort marketing se concentre sur le duo centre-ville, Vieux-Montréal. Ce qui crée la fatigue touristique. Le syndrome du je ne peux plus marcher sur le trottoir de la rue Saint-Paul un samedi de juillet, c'est un vrai risque de rupture entre la ville et ses habitants. Pourtant, le touriste de 2026, si j'en crois les sources, il veut vivre comme un local. Et c'est là qu'est l'opportunité. Des quartiers comme Verdun, Hochelaga, Rosemont, ils ont une valeur touristique et une capacité d'accueil sous-exploitée. Encourager un tourisme plus diffus. Ça permettrait de mieux distribuer la richesse vers les PME de quartier et de justifier des investissements publics hors du circuit traditionnel. Donc, si on résume la vision pour l'avenir, attirer une clientèle plus ciblée, mieux l'accueillir avec des offres hybrides et mieux la répartir dans le temps et l'espace. C'est une excellente synthèse. Et les tendances pour 2026 sont claires. La durabilité d'abord. L'immobilier vert devient un argument de vente. Ensuite, Les grands événements sportifs hors saison, comme les championnats du monde de cyclisme UCI en 2026, une occasion en or. et enfin, l'intelligence artificielle. Oui, pour personnaliser l'offre, suggérer le bon resto, la bonne expo, ça pourrait augmenter les dépenses moyennes par visiteur de 15%. En somme, ce bilan de 2025, c'est une nouvelle économique extraordinaire. Mais c'est surtout un révélateur. Il met en lumière les forces, mais aussi les fragilités. Le vrai enjeu, c'est de transformer cette manne touristique en un levier de développement qui soit réellement durable et qui n'oublie pas les résidents. Et pour conclure, les sources avancent un concept clé, la co-création. La co-création. L'idée, c'est de sortir du modèle où le résident est un simple spectateur du tourisme pour qu'il en devienne un acteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça peut passer par des marchés publics, des parcs, des places publiques conçues dès le départ pour que touristes et locaux partagent les mêmes espaces. Intéressant. La vraie question qui se pose maintenant, c'est plus seulement de savoir si Montréal est une ville pour tous, c'est comment s'assurer que cette fameuse vibe montréalaise, celle qui attire le monde entier, profite autant à celles et ceux qui y vivent au quotidien qu'à celles et ceux qui ne font que la visiter.